Mettre en place une gestion rationnelle des finances publiques et respecter strictement les engagements des dépenses en fonction des allocations budgétaires prévues et disponibles, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a recommandé lors de la 40e réunion du Conseil des ministres. Pendant ce temps, lors de la présentation du rapport annuel 2021 et des perspectives de 2022 du ministère des Finances, l'accent a été mis sur l'investissement dans le capital humain pour atteindre les performances voulues en renforçant la transparence et en élargissant l'espace budgétaire, les régies financières ayant été récompensées pour leurs efforts de mobilisation des recettes de l'État. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans Fiscalité et Développement qui vous présente Myriel Makiesselutine. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Investir dans le capital humain pour atteindre les performances voulues en renforçant la transparence et en élargissant l'espace budgétaire, tel est le nouveau narratif qui guide désormais le ministère des Finances, sur lequel le ministre Nicolas Kazadi met un accent particulier. L'argentier national lui est revenu jeudi 10 février 2022 lors de la présentation du rapport annuel 2021 et de perspectives de 2022 de son ministère. Commentaire de Ruben Mayoni sur les images de la cellule de communication du ministère des Finances. 2021, une année de performance, de records historiques de mobilisation des recettes intérieures et extérieures, est marquée par une gestion rationnelle basée sur la qualité de la dépense dans le but d'accroître les investissements dans les secteurs productifs et sociaux. Une discipline budgétaire renforcée pour la stabilité macroéconomique, des réformes sur la transparence, une gestion prudente et viable de la dette publique, la liste n'est pas exhaustive. Quant aux perspectives de 2022, Nicolas Kazadi vise à rendre le ministère des Finances moderne, mobilisateur et performant avec comme objectif atteindre la moyenne annuelle de 12 milliards de dollars américains entre 2021 et 2023, optimiser la digitalisation à tous les niveaux et financer le programme de développement de 145 territoires en République démocratique du Congo avant de penser à l'appui au développement du secteur financier. Chaque fois que nous prenons des décisions, notamment dans les contrôles fiscaux, pour commencer par cela, nous nous assurons que tout est fait avant toute chose, dans l'intérêt du pays. Je voudrais que ce soit clair, aucune décision dans la discussion avec nos partenaires du secteur privé ne doit être motivée par un quelconque intérêt privé. Toujours dans le cadre de l'amélioration de la transparence, et cette fois-ci dans le secteur financier, nous avons avec la Banque centrale, nous travaillons dans le plan de réforme, cette affaire du bureau d'information sur le crédit, ou centrale des risques, ça dépend de comment on veut l'appeler. C'est une urgence pour accroître la capacité du système bancaire à faire du crédit aux particuliers. Et c'est un projet qui va être conduit par la Banque centrale, mais avec l'appui du gouvernement, parce qu'il va coûter de l'argent et nous voulons l'inscrire également parmi les priorités pour améliorer la transparence, l'information économique, et faciliter l'accès au crédit et obtenir au bout du compte une petite baisse des taux. Par ailleurs, les régies financières, la DGI, la DGDA et la DGRAD, chevilles ouvrières dans la mobilisation des recettes internes, ont été encouragées par des prix de performance avec l'exhortation à faire plus en 2022 en vue d'une mobilisation plus accrue des ressources internes de l'État. La Banque centrale du Congo, BCC, a publié son deuxième rapport de la balance des paiements et de la position extérieure globale 2019. Après un premier numéro lancé au mois de décembre 2020 pour la publication des statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale couvrant la période 2016 à 2018. C'est non sans un motif de fierté que Madame Malangu Kabedi Mbouyi, gouverneur
de la BCC a présenté ses deuxième numéro de ses rapports présentant les données définitives de la balance des paiements et de la position extérieure globale 2019, renseigne les sites d'Esqueco qui a publié l'information. Vision personnelle du chef de l'État, la lutte contre l'impunité et les combats pour l'instauration de la bonne gouvernance en RDC. L'inspecteur général de finances, chef de service, Jules Alingueté, s'insurge contre toutes les autorités congolaises qui ne s'inscrivent pas dans cette logique. Tous les actes d'anti-valeur, de corruption et de détournement des deniers publics doivent être sanctionnés conformément aux dispositions légales. Jules Alingueté félicite la justice pour l'arrestation du président du conseil d'administration et du directeur général de la SCTP ex-ONATRA pour tentative de détournement d'au moins 7 millions de dollars américains ainsi que des faux et usage des faux. On l'écoute. Nous avions saisi la justice, du reste que nous félicitons pour son implication, parce que nous avions constaté des tergiversations au niveau du ministère du portefeuille. Vous avez la lutte contre l'impunité et le combat pour l'instauration de la bonne gouvernance est une vision personnelle du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut que dans notre pays, qu'on puisse repousser les antivaleurs ainsi que la corruption dans la gestion publique. Lorsqu'il y a des faits avérés et des présumés détournements, nous ne pouvons pas rester insensibles. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi l'inspection générale des finances, un organe de contrôle relevant de l'autorité directe du chef de l'État, nous transmettons des rapports avec des faits avérés et que nous puissions nous mettre à faire des débats avec les autorités qui sont appelées à redresser les entreprises publiques. Donc nous pensons pour nous qu'il n'y a pas suffisamment de volonté pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de lutte contre l'impunité. Voilà pourquoi nous avions usé de nos prérogatives comme officier de police judiciaire pour saisir le ministère public qui est le parquet général, pour que le parquet général s'en occupe. Et nous félicitons le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qui s'est saisi du dossier, qui a examiné les fonds et qui a donné raison à l'inspection générale des finances en procédant aux arrestations des personnes concernées. Voilà comment nous devons travailler pour aider la République. Non mais vous devez comprendre une chose. Pourquoi les contrôles des finances publiques dans ce pays avaient été anesthésiés? Il ne sert à rien de faire des contrôles, de constater des actes de mégestion et que les autorités restent inertes face à de telles situations. La conséquence, c'est que le contrôleur va se décourager. Parce que le contrôle, c'est quoi en définitive? Sans que les services de contrôle et les contrôlés. Nous établissons les faits. Mais s'il n'y a pas de sanctions, les contrôlés vont dire finalement non, nous sommes encore dans les systèmes, donc nous n'aurons plus peur de contrôle. Il faut qu'il y ait des sanctions positives et des sanctions négatives. C'est ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous faisons. Quels sont les faits qui ont été reprochés aux responsables de l'ex-ONATRA? Nous sommes dans un contrat de passation des marchés. Globalement, je peux vous dire qu'il y a eu un avenant qui viole toutes les dispositions légales. Vous savez, dans le cadre des marchés publics, lorsqu'il y a un avenant, l'avenant ne peut pas dépasser 15% du montant initial. Et même dans les cahiers de charges de ces contrats qui concernent l'ex-ONATRA, cette disposition était là. Mais nous nous sommes retrouvés devant un avenant qui multiplie les montants initiaux par 3. Donc, une augmentation de 300%. C'est une irrégularité. Ça, c'est de 1. De 2, un avenant de cet auteur-là devait avoir l'approbation du ministère du portefeuille. Donc, il y a eu usurpation.
les conseils d'administration et la direction générale qui ont signé un tel contrat sans qu'il y ait un accord du ministère du portefeuille a failli. Quels sont les chiffres? Nous sommes à 8 millions de dollars. Un contrat initial de 2 700 000 qu'on a fait un avenant pour faire passer à 8 millions. Et s'il vous plaît, dans une entreprise publique où il y a 32 mois d'impayement de salaire, l'enveloppe salariale du mois est de 2 millions de dollars. Vous imaginez 6 millions de dollars de plus qu'on ajoute, ça peut permettre d'appuyer 3 mois d'arriérés de salaire. C'est comme si on n'a même pas pitié des Congolais qui travaillent dans cette société qui souffre. J'ai reçu la délégation syndicale de cette société ici. Mais il y a de sérieux problèmes. Quand on est responsable, on ne peut pas rester insensible devant une telle situation. Voilà pourquoi nous avions demandé tout d'abord à l'autorité des tutelles de prendre des dispositions qui s'imposent face à une telle prédation. Faute de le faire, nous actionnerons toujours les volets judiciaires. Et j'en profite pour dire à tous les mandataires publics en appeler au respect de l'arrêt du Conseil d'État en matière des avantages des mandataires. Nous avions instruit les inspecteurs généraux des finances qui sont en encadrement aussi bien dans les établissements publics que dans les entreprises du portefeuille de l'État. Toute violation de l'arrêt du Conseil d'État en ce qui concerne les avantages des mandataires, toute violation, je voulais dire, sera réprimée par voie judiciaire. Nous n'hésiterons pas de saisir la justice pour réprimer. Nous en appelons au respect pour redresser les entreprises du portefeuille de l'État. Le Conseil d'État a rendu un arrêt qui est clair, qui dit que les mandataires actifs, c'est-à-dire la direction générale, ils ont droit aux émoluments, aux jetons de présence, au transport, soins de santé, primes de bilan, tout ce qu'on donne, tous les droits que nous avions trouvés. S'agissant des mandataires non actifs, ils n'ont droit qu'aux jetons de présence. En dehors des jetons de présence, il n'y a rien. Ça, ce sont des lois de la République. Donc, la direction générale qui osera payer aux mandataires non actifs des droits autres que les jetons de présence, nous allons qualifier ça comme étant un acte de mégestion, pourquoi pas un détournement des deniers publics, et nous saisirons immédiatement la justice pour réprimer. Nous tenons au redressement de ces entreprises qui sont en fait une propriété commune. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD s'est fixé un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels le renforcement des capacités de ses cadres et agents, d'où la tenue du 24 au 26 janvier dernier du séminaire de mise à niveau des ordonnateurs de cette régie financière et les taxateurs des services d'assiette appelés à travailler étroitement afin d'atteindre les assignations budgétaires de 2022 fixé à un peu plus de 2 935 milliards de francs congolais par le Parlement. Au cours de ces assises des 3 jours organisées au Centre culturel Boboto, une dizaine de modules a été dispensée, notamment sur l'éthique, la compétence, la généralité, la procédure d'ordonnancement, la responsabilité d'ordonnateur et les autres. Après échange à bâton rompu entre participants et formateurs, le chef de bureau recette judiciaire Bouzangou a tenu à éclaircir quelques préoccupations soulevées lors de ces séminaires de mise à niveau. On l'écoute ici au micro des Priska Sekana Kinzonzi. Par rapport à l'ordonnancement d'office et à la taxation d'office, le souhait, parce que nous venons de sentir, de comprendre la complexité, la super technicité des services des affaires foncières, de l'urbanisme et même celui des ressources hydrauliques. Franchement, ces services là-bas nécessitent une bonne collaboration entre l'agent taxateur et l'ordonnateur de la DGRAD. Mais il s'est fait que la DGRAD est représentée par l'ordonnateur, et un ordonnateur l'a dit hier, la DGRAD, on ne transmet pas toujours à l'ordonnateur
les éléments nécessaires pour lui permettre d'effectuer l'ordonnancement. C'est ça le problème. Et soit le service taxateur, le service d'assiette, je voulais dire, lui qui a l'assiette, lui qui connaît les assujettis, mais il ne passe pas à ces opérations de constatation et de liquidation. Et la DGRAD est confrontée à deux problèmes. Le problème de la technicité à laquelle on vient de faire allusion et le problème de maximisation des recettes, parce que nous avons des assignations et même les contrats de performance. Lorsque les recettes ne sont pas réalisées, on voit en premier lieu la DGRAD. C'est pourquoi la DGRAD recourt de temps en temps à cette taxation d'office et à l'ordonnancement d'office qui, du reste, sont des activités légales, des opérations légales. Et elles sont dans la loi. Même si on dit non, mais on ne souhaite pas y recourir, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Lorsqu'il y a nécessité, on ne veut pas constater, on ne veut pas liquider, et que les recettes sont là, elles sont dues, on doit faire quoi? On doit laisser traîner comme ça? Non, on doit ordonnancer, on doit taxer d'office, on doit ordonnancer d'office. Ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas l'idéal, l'idéal c'est la collaboration, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Concernant la rétrocession, parce qu'on dit, ce service là-bas, quand il y a la taxation d'office, ce service là-bas ne bénéficie pas de la rétrocession. Mais oui, c'est vrai, et avec raison. Il existe une lettre du Premier ministre qui est claire là-dessus. Et cette lettre a été adressée au service de l'assiette et à la DGRAD. En cas de taxation d'office, le service d'assiette ne bénéficie pas de la rétrocession. C'est clair, la lettre est là. S'il y a des ordinateurs qui n'en ont pas, qu'ils viennent la chercher dans mon bureau, je l'ai. Voilà au moins à ce concerne. Je sais que c'est ça aussi la préoccupation. Lorsqu'il y a taxation d'office, eh bien le service d'assiette ne bénéficie pas de la rétrocession. C'est vrai. C'est sur instruction écrite du Premier ministre, à l'époque, M. Matata Ponyo. Concernant le code des articles budgétaires, c'est très important ça. Et l'intervenant qui m'a précédé me donne l'occasion d'informer tous les ordonnateurs de la DGRAD ici réunis et ceux qui sont restés au je ne sais pas moi où, que la haute hiérarchie a transmis à tous les directeurs centraux et provinciaux et urbains. Et moi qui vous parle, j'ai reçu le courrier hier par voie hiérarchique. On nous a transmis le référentiel des indicateurs budgétaires adaptés au système ISIS-Régie et le GERAD. Donc ce sont des articles budgétaires qui sont adaptés au nouveau système informatique. Donc chaque ordonnateur peut passer auprès de son chef direct pour prendre connaissance de ces différents articles budgétaires adaptés au nouveau système, le GERAD et ISIS-Régis. Je pense que vous avez compris. Les notes de taxation qui prennent beaucoup de temps à la DGRAD, et parfois elles sont annulées. Ce n'est pas souhaitable. L'idéal est que, lorsqu'il y a une note de taxation, l'ordonnateur a tout au plus 72 heures, à 48 heures pour notre type de recette, et 24 heures pour les droits spontanés, pour ordonnancer. C'est ce que dit la loi, n'est-ce pas? Mais prendre des mois et des mois et après annuler notre taxation, ce n'est pas souhaitable. Mais il y a des circonstances particulières qui amènent la DGRAD à se comporter comme ça. La note de taxation n'est pas l'apanage de tout le monde. Elle ne peut parvenir à l'ordonnateur que par la voie de qui? De l'agent taxateur. Et l'agent taxateur, ce n'est pas tout le monde. L'agent taxateur est habilité. C'est une personne habilitée de par sa désignation. C'est aussi un représentant du ministre des Finances dans le service d'assiette. Et donc cette fonction n'est pas exercée par tout le monde. Secrétaire général soit-il? Non.
Mais on constate dans beaucoup de services, chaque agent et cadre du service d'assiette vient avec ce document. Vient avec une taxation auprès de l'ordinateur. Dit, et ça pose des problèmes. Ce genre de notes de taxation, ça ne peut pas être pris en compte par la DGRAD. C'est ainsi que vous allez voir, lorsque l'agent, l'ordinateur de la DGRAD, se réfère éventuellement à son chef hiérarchique, il lui pose la question, qui a émis cette note de taxation? Lorsque l'émetteur n'est pas attitré, on fait quoi? Carrément, on déclasse notre taxation et vous allez attendre pendant trop longtemps, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mesdames et messieurs, bouclons ce chapitre de DGRAD avec ces communiqués qui concernent à la fois cette régie financière et les cadastres miniers dans une lecture de Naomi Makwela Etchouné. La Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation de DGRAD en sigle et la Direction générale du cadastre minier, CAMI en sigle, informent les titulaires de droits miniers et ou des carrières que les notes de débit et de perception relatives aux droits superficiels annuels par carré pour l'exercice 2022 sont disponibles au guichet du CAMI, situé à Kinshasa au croisement des avenues Polo Maurice et Kassavubu dans la commune de La Gombe. À Lubumbashi, avenue Lumumba numéro 2575, commune de Kapemba. À Bukavu, avenue Calais numéro 32, quartier Nyalukemba, commune d'Ibanda. À Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Kano, commune de Makiso. À Kindu, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kasuku. Par conséquent, tous les titulaires sont invités à le retirer en vue de procéder au paiement de dits droits au plus tard le 31 mars 2022, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ces délais, les CAMI se réservent le droit d'enclencher la procédure du déchéance du droit minier et ou de carrière non payée, et ce, sans préjudice de l'application par la DGRAD de pénalités prévues par la loi. Faite à Kinshasa le 10 février 2022, pour les CAMI, Jean-Félix Moupande Kapwa, directeur général. Pour la DGRAD, Jean-Parfait Tabala Mourandi Kire, directeur général. Un autre communiqué dans cette émission, il émane cette fois-ci de la Direction générale de douanes et axes DGDA. Il est porté à la connaissance des usagers et du système informatique de la douane qui, suite aux travaux de maintenance prévus les 12 et 13 février 2022, l'accès aux serveurs du système informatique de la douane Sidonia sera momentanément suspendu. La DGDA demande aux usagers de la douane de prendre toutes les dispositions nécessaires relatives aux opérations à effectuer pendant ces 2 jours des travaux et leur présente ces excuses pour ces désagréments. La DGDA rassure que tout sera mis en œuvre pour le rétablissement rapide de l'accès au système. Fait à Kinshasa le 1er février 2022, communiqué signé Jeanne Blandine Kawanda-Walwom, directeur général. Mémorandum contenant toutes les questions du développement socio-économique du Kasaï central présenté par les caucus des députés de cette province. Présentation du projet d'investissement de la firme allemande Geoscan spécialisée dans l'exploration de la terre au moyen de la télédétection. Situation des entreprises congolaises présentées par la FEC ainsi que lancement des travaux de l'atelier des restitutions de l'étude sur la création d'une banque d'investissement et de garanties en République démocratique du Congo. Voilà autant d'activités à l'actif du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. La semaine du commandant de Warriors vous est commentée par Didi Mavambu Nombolo Pepe Frédéric. Lundi 7 février 2022, le caucus de députés nationaux de la province du Kasaï central dans le mur de la primature, ces élus kassaïens sont venus exposer auprès du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge les problèmes qui se posent dans leur circonscription électorale. Ils lui ont remis un mémo qui contient toutes les grandes préoccupations liées au développement socio-économique au niveau de cette province. Nous avons le problème de la base, nous avons beaucoup de problèmes qui occupent notre province.
entre autres l'électricité, l'eau, construction des écoles, santé et ainsi de suite. Donc nous avons soumis tous ces problèmes à travers notre mémorandum au Premier ministre. Le même lundi 7 février, à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre a eu une séance de travail avec tous les services impliqués dans le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et c'est en prélude du 10e sommet de chefs d'État de ces mécanismes qui rassemble au niveau régional tous les pays membres pour discuter de problèmes de la sous-région. Une rencontre qui devra également permettre le passage des témoins entre le président sortant de ces mécanismes, l'Ougandais Yoweri Museveni, et le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette réunion, nous avons aussi beaucoup discuté de la tenue le 24 février prochain de la 10e réunion des chefs d'État du mécanisme d'Addis Abeba qui permet de discuter de problèmes de la sous-région. Vous savez que actuellement c'est le président Yoweri Kaguta Museveni qui en assure la présidence et les sommets de la République démocratique du Congo lui permettra de passer le bâton de commandement au président Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc les discussions ont porté notamment sur les détails organisationnels à la fois du point de vue de la logistique que du point de vue des thématiques qui devront être abordées pour être sûr que cet organe qui est suivi de près par les Nations Unies, parce que la réunion connaîtra la participation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, permettra de passer en revue les questions de la sous-région et faire le point d'où nous sommes pour être sûr que la région de Grand Lac est pacifiée à travers cette initiative. Mardi 8 février, à la primature, une délégation de la firme allemande Geoscan, conduite par son directeur général Olivier Hagberg, a rencontré le chef du gouvernement pour parler de la disponibilité et de l'intention de sa société d'investir en RDC au cours de cette année 2022. Geoscan est une entreprise spécialisée dans l'exploration de la Terre au moyen de la télédétection. Il sera aussi question pour cette entreprise allemande d'apporter à la RDC ses services en matière de batteries électriques. Geoscan possède une technologie pour cartographier et scanner la Terre à l'aide d'un algorithme qui est utilisé pour découvrir les ressources minérales, les métaux précieux, l'eau, les sites géothermiques et les hydrocarbures tels que le pétrole et le gaz. Mercredi 9 février, à la primature, une délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, est venue étaler auprès du Premier ministre un certain nombre de préoccupations qui dérangent leur organisation. Plusieurs questions sont liées à la situation générale des entreprises congolaises. Nous avons également voulu parler au Premier ministre d'une question fondamentale, la situation des entreprises congolaises. Vous savez, les entreprises congolaises, suivant la loi sur la sous-traitance, entreprises congolaises de droit congolais à capitaux congolais, ne bénéficient pas des marchés qui sont donnés quand il y a certains projets. Vous savez que, par exemple, le port en eau profond de Banana, on a 3 grosses industries dans le Congo central de ciment qui produisent du ciment, et du ciment de très bonne qualité. On ne dise pas le contraire, c'est du ciment de très bonne qualité. Or, il y a un pays voisin qui vend du ciment également, qui voudrait s'accaparer de ce marché. Nous avons attiré l'attention du Premier ministre pour que priorité soit donnée aux entreprises congolaises. Jeudi 10 février, à l'hôtel du Fleuve, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé au lancement des travaux de l'atelier de restitution de l'étude sur la création d'une banque d'investissement et de garantie BIG au Congo démocratique, une réforme qui vise à garantir les investissements publics et privés afin de favoriser le développement économique du pays. Cet atelier, organisé par le ministère de l'Industrie, permet aux différents participants d'apporter des commentaires nécessaires sur l'étude réalisée par l'équipe Finactu, financée par le FPI avec le BSECO comme maître d'ouvrage délégué pour la concrétisation de ces projets. Les commentaires que les différentes personnalités vont apporter à cette étude permettront de jeter un regard sur ce qui a été fait
en vue de relever les défis majeurs avant de projeter la mise en œuvre effective de cette banque qui contribuera à soutenir l'économie par la création des industries locales dans notre pays. Répondant à l'appel du chef de l'État et de l'initiateur de Kinbopeto, l'entreprise Okeplast s'est donnée comme pari de débarrasser Kinshasa des déchets plastiques qui jonchent les rues, rigoles et rivières. L'inauguration de son usine de recyclage des bouteilles en plastique et autres produits plastiques n'est qu'une question de jours. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a fait le jeudi 10 février en cours le déplacement des Limete Kingabwa où sont installées les machines de recyclage des déchets plastiques. Coût total d'investissement de ces projets, 15 millions de dollars américains. Retour sur cette visite de la patronne de l'environnement dans ce reportage de Fabien Lobuluba Kayaka, Céline Bumba Angelani et Gédéon Moaï Mayassi. C'était un comité d'accueil restreint composé du staff dirigeant de la Fondation Angèle, dont fait partie la société Okeplast et qui a accueilli sur le site le numéro 1 de l'environnement en République démocratique du Congo. Sous la conduite et les explications de ses hôtes, F. Bazaïba a visité les différentes étapes du processus de recyclage des bouteilles plastiques PET mises en place par Okeplast. Émerveillée par ce qu'elle a vu, la vice-première ministre en charge de l'environnement n'a pas caché sa satisfaction. Les bouteilles en plastique, comme nous connaissons tous que ça fait partie des matières non biodégradables, que nous souhaiterons absolument valoriser ces déchets dans le cadre de l'économie circulaire. Moi, je suis pratiquement impressionné, je me sens très à l'aise dans ma conviction. J'avais dit 2022, c'est l'année d'assainissement du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est un travail qui a commencé depuis longtemps pour installer ces usines. Je crois que le fruit est mûr. Bientôt, nous allons les cueillir et l'offrir à la population. Mais en termes d'intention, l'usine s'est bien préparée. De la collecte, n'est-ce pas, la protection même de ceux qui travaillent, à la gestion, à tous les recyclages, jusqu'à la gestion même des eaux usées. Toutes les machines sont là, de très très bonne qualité, qui tiennent compte des standards internationaux à la matière de recyclage. Honorés par cette visite de la patronne de l'environnement dans leurs installations, qui est un signe d'encouragement et de reconnaissance de leur contribution dans l'assainissement de la ville de Kinshasa, les responsables de Okeplast ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ambitionnent passer de 20 tonnes de déchets plastiques ramassés et recyclés par jour à 50 tonnes. Mais nous voyons plus loin, plus grand. Nous n'allons pas seulement nous limiter aux bouteilles plastiques, comme je vous le disais. Très prochainement, nous allons installer des usines pour recycler aussi les sachets. Nous allons recycler les cartons, les bidons. Et là, nous employons des milliers et des milliers de jeunes. Nous contribuons à la création de l'emploi. Mais notre souhait est que nous puissions vraiment débarrasser notre capitale et plus tard notre pays de matières qui dégradent l'environnement. Pour éviter tout malentendu et se faire comprendre par toutes les couches de la population, la vice-première ministre, F. Bazaïba Massoudi, a recommandé à Lingala l'implication de tous pour pérenniser cette initiative qui permet de préserver l'environnement et assurer un cadre de vie sain par une prise de conscience collective en posant des éco-gestes. Kizini wana eko sunga biso ko ramase ko lokota ba wana nyonso ko lamba yango lisusu po eko bima biloko mususu ya litomba notamment milangi pe a partir ya musala wana ezopesa bato misala muto azoluka nazoluka musala ko sala demande d'emploi te kende ko lokota ma milangi wana nyonso koma nango na izini bazo somba yango ozwi mbongo na yo oyo osalaki kutu demande d'emploi te entre temps esungi yo po milangi oyo tozo mela ba jus to mai tango to boaka kango n'importe où tozolo nande ba maladi bokono tango boaki yango ekopola te yango epola te yango babenga yango non biodégradable. C'est une photo des familles avec le haut cadre
le personnel, tous des verres vêtus, que s'est clôturée cette visite de la vice-première ministre de l'Environnement à la nouvelle usine d'Okeplast. Restons encore chez Okeplast qui a signé avec l'Hôtel de Ville de Kinshasa la convention des délégations des services publics relative à la collecte et valorisation des bouteilles plastiques ainsi que d'autres produits plastiques. C'était le jeudi 9 février 2022 au gouvernorat de la capitale congolaise. Retrouvons une fois de plus Fabien Loboulou Bakayaka et Céline Bumba Angelani dans ce reportage. Pour la circonstance, les deux parties étaient représentés au plus haut niveau. Laetitia Kabamba, commissaire général à l'environnement au gouvernement provincial de Kinshasa, et Mehdi Atier, directeur général de Okeplast. Témoin de l'événement, Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Au terme de cette convention, l'hôtel de ville s'engage à déléguer les services publics relatifs au ramassage des bouteilles plastiques et leur recyclage à la société Okeplast. Quant à cette dernière, elle s'engage à mettre en place l'activité de la collecte, traitement, recyclage des bouteilles en plastique, PET, ainsi que tous les autres produits plastiques. Construire à Kinshasa des usines modernes, des recyclages de toutes sortes de matières plastiques. Déployer des conteneurs Kintoko en vue de procéder à l'achat des matières plastiques, contribuer efficacement à la salubrité de la ville de Kinshasa, conformément à la vision Kinbopeto conçue par le gouverneur Jean-Tiningo Bila. Et enfin, sensibiliser la population quinoise sur le respect des normes environnementales. Ce qui a poussé le visionnaire de Kinshasa Bopeto à parler d'un pas décisif et d'une grande révolution dans l'assainissement de la capitale. Avec la signature du protocole d'accord entre, d'une part, la ville de Kinshasa et la société Okeplast qui nous a toujours accompagnés, nous marquons ici un pas décisif dans le domaine de la salubrité et surtout dans le volet recyclage des déchets plastiques de l'opération Kinshasa Bopeto. Pour sa part, le premier environnementaliste de la ville de Kinshasa a salué ce partenariat public-privé de type gagnant-gagnant qui permet de changer les regards de la communauté sur les déchets plastiques. Désormais, ces derniers deviennent une opportunité d'affaires grâce au recyclage de ces déchets par la société Okeplast. Aujourd'hui, je vais dire, c'est un défi relevé qui fera de notre gouvernance, notamment celle de son excellent Jean-Tiningo Mbaka, une signature, c'est-à-dire faire des déchets une ressource, voir désormais les déchets comme une matière première qui peut aujourd'hui, entre guillemets, servir dans le cadre de ce que nous appelons dans le jargon l'économie circulaire, c'est-à-dire de faire des déchets une ressource pour que demain, le nettoyage de la ville passe par le recyclage des déchets, le ramassage des déchets ainsi que sa transformation. À l'occasion, la satisfaction était totale du côté d'Okeplast qui estime avoir tenu parole avec la construction de cette usine de recyclage des produits plastiques. On avait promis de réaliser ce projet-là et effectivement on est arrivé à notre promesse. Notre promesse a été réalisée. L'usine, comme Madame Son Excellence vient de dire, qu'elle sera en démarrage vers fin mars. Vers fin mars, le projet sera en marche et ça sera la première usine en RDC qui sera capable, à partir d'un déchet plastique, de refaire une matière première vierge pour pouvoir la réutiliser pour en refabriquer un autre produit en plastique, pour donner une autre vie au plastique. Donc Kintoko, qui a été, on va dire, boosté par Kinbopeto et qui est sur la même voie que Kinbopeto. Et on espère que d'ici la fin de cette année-là, on arrivera à refaire Kinshasa la belle, comme on dit. Jean-Tiningo Bilambaka a félicité toutes les parties prenantes pour leur esprit d'abnégation et de sacrifice et souhaité longue vie à ces partenariats. Bravo, Madame la Ministre de l'Environnement et chapeau bas à Okeplast et infiniment merci, cher ami Jérôme.
Merci. Mise en place d'une gestion rationnelle des finances publiques et strict respect des engagements des dépenses en fonction des allocations budgétaires prévues et disponibles. C'est parmi les recommandations du président de la République au cours de la 40e réunion du Conseil de ministres du vendredi 11 février 2022. Je vous convie à suivre un extrait du compte-rendu de ce Conseil de ministres fait ici par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la mise en place d'une gestion rationnelle des dépenses publiques. Considérant d'énormes attentes de nos populations et l'urgence d'y répondre, le président de la République a recommandé dans le cadre de l'exercice du budget pour l'exercice 2022 les respects des engagements des dépenses en fonction des allocations budgétaires prévues et disponibles. Insistant sur le passage vers une budgétisation programmatique, il a souligné que cela implique dans les chefs de tous les gestionnaires de crédit la culture de la gestion axée sur les résultats, par la performance dont les marqueurs reposent sur la discipline budgétaire. Ces dernières devraient être caractérisées dans la programmation des dépenses publiques par les principes d'efficacité et d'efficience qu'encadre le plan d'engagement budgétaire, ainsi que le plan des trésoreries. À cet effet, le président de la République a chargé le ministre d'État, ministre du Budget, et le ministre des Finances de mettre en place un dispositif permanent au cours de cet exercice budgétaire. L'appurement dans la chaîne d'exécution des dossiers des ministres sectoriels régulièrement engagés et liquidés, ce qui implique une meilleure coordination et un partage quotidien des informations sur l'état de la trésorerie entre les deux ministères. Un communiqué du Fonds de promotion de l'industrie FPI relatif à un faux compte Facebook au nom du directeur général intérimaire de cet établissement public. Il est ici lu par Ruth Kambaji. Monsieur Kalenga Makonga Jean-Claude, directeur général AI du Fonds de promotion de l'industrie, est sigé sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, d'un faux compte ouvert en son nom en date du 26 décembre 2021, qui est entré fiévreusement en activité depuis 2 mois sur la toile. Attribué au directeur général AI du FPI à travers ces faux comptes qui relèvent de la pure manipulation. Le directeur général AI du FPI n'a jamais communiqué à travers les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter ou autres. Ces communiqués de presse est élaboré en vue de dénoncer et mettre en garde le public en général et les internautes en particulier sur ces faux comptes Facebook. En outre, le FPI tient à avertir le public qu'aucun cadre ni agent de cet établissement public n'est détenteur du numéro de téléphone plus 243 81 89 34 664 puisse donc à toute personne qui sera contactée par ce numéro de téléphone de pouvoir dénoncer son propriétaire auprès des autorités compétentes. La cellule de communication. Voyons à présent les comportements des prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de Kinshasa dans cet élément préparé par Naomi Makwela Etchoune. Les tendances de prix des denrées alimentaires de première nécessité au cours de la semaine qui s'achève ont été caractérisées par une stabilité des coûts de quelques produits surgelés sur les différents marchés de la ville de Kinshasa. Concernant les cotistes de viande appelés autrement Mipanzi, les cartons de 10 kg s'est vendu à 77 000 francs congolais au marché de la Liberté. Même observation faite au marché Zigida où le coût d'un carton de Mipanzi s'est maintenu à 79 000 francs congolais. Mêmement au marché Gambela où le prix revient à 78 500 francs congolais. Et enfin au marché Matete, il se négocie à 75 000 francs congolais. Côté légumes, le feuille de patate douce, connu sous le nom de matembele, en provenance d'Ntsele, Ndjili Brasserie et Ngwele, un aliment très prisé par les ménagères congolaises, la botte se vend à 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Au sujet du riz, sachez que le prix d'un sac de 25 kg est resté stable depuis la semaine dernière
en se vendant à 47 500 francs congolais au marché de la Liberté. 48 500 francs congolais, c'est le prix observé au marché Ziguida, 49 000 francs congolais au marché Gambela et 48 500 francs congolais au marché Matete. Pour l'huile végétale de la marque Regina de l'entreprise Palmuco, les bidons de 5 litres s'achètent à 22 000 francs congolais au marché de la Liberté, à 22 500 francs congolais au marché Ziguida et à 22 000 francs congolais au marché Gambela et Matete. Terminons ce tour d'horizon de prix de quelques produits alimentaires de grande consommation par un fruit, la banane, dont un lot de 5 fruits se vend à 1000 francs congolais au marché de la Liberté, à 2000 francs congolais à la fois au marché Ziguida et Gambela et à 1000 francs congolais au marché Matete. Voilà les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation telles que collectées par l'agence Galaxy Media au samedi 12 février 2022 sur les principaux marchés de la capitale congolaise. Sur les marchés d'échange, les taux officiels de la Banque centrale du Congo au vendredi 11 février 2022 a affiché $1 américain à 2000,92 francs congolais, 1 euro à 2287,30 francs congolais, un franc CFA à 3,48 francs congolais et un rand la monnaie sud-africaine à 132,17 francs congolais. Au samedi 12 février 2022, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 1990 et 2000 francs congolais les dollars américains dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Ndjili, la devise américaine s'échangeait à 1950 francs congolais, à 2000 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et à 2027 le roi dollar précisément sur l'avenue Lukusache Mère Doublet. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. À Bouta, dans la province du Bas-Ouélé, les dollars a valu 1900 francs congolais, 2000 francs, c'est les taux observés à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental, à Matadi dans le Congo central, à Kenge dans le Kwango et à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Enfin, les petits taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kindu. Nous sommes là dans la province du Maniema où $1 américain s'échangeait à 2005 francs congolais. On prend à présent les nouvelles des cours des principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 12 février 2022. La majorité des prix des matières premières sur le marché international est au vert. Déjà, les cours du brut maintiennent leur tendance haussière. Le Brent de la mer du Nord a atteint 95,22 $ américains en forte hausse de 4,12% à Londres. Forte hausse également de 4,27% du prix du brut léger américain WTI à New York, le baril coûtant 93,91 $ américains. Selon le site prixdubaril.com, les cours du pétrole s'enflammaient vendredi et Wall Street montrait de la nervosité, les indices boursiers accélérant leur chute alors que le risque d'une invasion de l'Ukraine par la Russie s'intensifie selon la Maison-Blanche. Côté produits miniers, le prix de la tonne métrique du cuivre a dépassé les 10 000 $ américains pour se situer cette fin de semaine à 10 220 $ américains en forte hausse de 4,74%. La tonne métrique du cobalt a maintenu son prix de 70 720 $ américains, comme la semaine dernière d'ailleurs, en légère hausse de 0,01%. L'once d'or de son côté est toujours stable à 0,00%, se vendant à 1862,57 $ américains. Les prix des produits agricoles sont volatiles. La tonne du maïs est en hausse de 0,66%. Elle s'est négociée à 651 $ américains. Hausse également de 0,83% du prix de la tonne du riz pour terminer la semaine à 15,21 $ américains. La tonne du blé, quant à elle, revient à 798 $ américains, soit une hausse de 1,62%. Après la hausse de la semaine passée, la tonne du café a affiché une baisse de 2,59% à 252 $ américains. Le prix de la tonne du cacao a augmenté de 0,36%, se vendant à 2766 $ américains. Enfin, le prix de la tonne du coton a chuté de 0,91%, se négociant à 125 $ américains.
La grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci d'avoir suivi votre magazine Fiscalité et Développement à partir de la ville de Kananga. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Merci également à Aguila Mozembe de Gonzac et à Naomi Makuela Etune. Excellente suite des programmes sur votre chaîne.